Deuxième partie de cette émission, nous sommes toujours avec Pierre-Franklin Tavares, philosophe, Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Abdou Fleur, doctorant en études internationales et coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie. On passe tout de suite au reste de l'actualité. En février, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi devrait prendre la relève à la tête de l'Union africaine. Il va succéder au chef de l'État rwandais Paul Kagame, chargé depuis 2016 de réfléchir sur des réformes, des propositions dévoilées l'année suivante à son arrivée en tant que président en exercice de l'institution. Des réformes qui ont pour objectif d'aller vers l'autonomie financière de l'UA, réformes visant également à rendre l'administration plus forte, plus indépendante, sortir l'UA du simple forum de chefs d'État, des mesures loin d'être partagées par les 55. Alors comment expliquer que l'institution soit si difficile à réformer? Quelle perspective pour 2019? On regarde ce sujet de Siamlo Victoria Seji. On se retrouve juste après pour en parler avec mes invités. 2019 est sans doute une année de défi pour l'Union africaine qui veut tendre vers sa réforme complète. Lors du sommet extraordinaire de novembre 2018, des résolutions ont été prises, entre autres le changement dans le mode d'élection du président de la Commission soumis à une présélection plus rigoureuse dès janvier 2021 et la réduction du nombre de commissions. Il y a quand même eu parmi les membres de l'Union africaine des personnes qui étaient opposées aux propositions formulées du chef de l'État rwandais Paul Kagame. Ceci étant, ça fait déjà un moment que l'on reproche à l'Union africaine le fait que ce soit quasiment une coquille vide dans le sens où il faut des financements. En 2019, l'institution panafricaine devra aussi concrétiser le projet de son autonomie financière. Des résultats sont attendus au niveau du Fonds pour la paix, financé par les revenus d'une taxe à l'importation de 0,2%, fonds en faveur duquel un régime de sanctions a été instauré. Peut-être que ça va faire quelque chose. Pour ça, il faut que chaque État africain confère à cette Union africaine tout le respect, lui confère ce droit, mais pour qu'on parle de droit, etc., il faut aussi que chacun contribue. Mais est-ce que cette taxe-là, qui a été mise en place, sera suffisante? Point d'interrogation. Il y a des membres de l'Union africaine qui ne contribuent pas. Les discussions sur d'autres réformes majeures qui divisent les 55 États membres devront également se poursuivre. Il s'agit notamment de la proposition de renforcer l'autorité du président de la Commission et de la ratification par tous du protocole de la zone de libre-échange continentale. Alors l'Union africaine majoritairement financée par les donateurs extérieurs. Alors pour sortir de l'indépendance, et on l'a vu un petit peu dans le sujet, l'une des réformes phares reste cette taxe dite Kaberuka de 0,2% sur les exportations. Mais actuellement, seuls 24 pays sur les 55 ont accepté de l'appliquer. Plus de la moitié des pays du continent n'ont pas encore adhéré au processus. Abdou Fleur, finalement, donc la volonté politique n'y est toujours pas. Est-ce que finalement ce ne sont pas deux lignes politiques qui s'affrontent au sein même de cette institution entre les réformistes et les non-réformistes, en tout cas ceux qui sont partisans de l'indépendance et ceux qui le sont peut-être un petit peu moins? On peut le dire comme ça, et cela est dû toujours à la faiblesse de l'Union. Cette Union que nous voulions être forte, que nous voulons être autonome à tout point de vue, du point de vue financier déjà. Pour cela, il faut qu'il se donne les moyens de sa politique, l'Union africaine. On a tant rêvé de cette union, une union forte, une union capable de mobiliser l'ensemble des États. Mais hélas, le constat est toujours le même. Mais est-ce qu'elle peut être forte, comme vous le dites, avec une telle division? On a une division par deux. Si on, 24 qui adhèrent et puis les autres non. Donc on a quand même une ligne qui n'est pas partagée de tous. À la veille du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, j'avais écrit un article sur l'Union africaine que nous voulons. Et je mettais justement en perspective 4 points. Le premier, c'était l'autonomie financière. Tant que l'Union ne sera pas forte du point de vue financier, du point de vue militaire, indépendant, naturellement, les membres feront, entre guillemets, ce qu'ils veulent. Comment envisager une union autonome où le budget, on l'a vu tout à l'heure, 80% de son budget est financé par ses partenaires? Les membres ne financent qu'à la veille, ne participent qu'à la veille des sommets pour disposer de leur droit de vote. Ce n'est pas sérieux.
C'est une question de volonté politique d'abord de nos États. Il est temps que nos États sachent qu'ils doivent se conformer à leurs obligations pour faire fonctionner correctement l'Union africaine. L'Union africaine qui, si elle était forte en se dotant d'une... Moi, je parlerais même de politique commune de défense et de sécurité. On a tant rêvé de cette force de réaction rapide qui pouvait intervenir en cas de dérive. En Afrique centrale principalement, il y a encore beaucoup de dictatures. Il y a beaucoup de crises post-électorales. Guinée, on attend toujours les résultats en RDC. Si l'Union africaine était forte, elle nous aurait quand même peut-être permis d'éviter tous ces tards. Alors, il se joue à quel niveau le blocage? On évoque... Au niveau des États principalement, d'abord, mais aussi au niveau de l'Union elle-même. Il faut un leadership fort. Tant qu'on n'aura pas ce leadership fort, capable de réformer l'institution, qui, en tout cas, aura ce pouvoir de contraindre les États, on n'ira nulle part. La responsabilité est partagée. L'Union, on attendait beaucoup de l'ancienne présidente de la Commission, Dilma, du fait qu'elle est une femme, du fait qu'elle avait beaucoup d'ambition pour réformer l'Union. Et ça n'a abouti à grand-chose. Et là, aujourd'hui, je pense que la véritable solution, c'est vraiment un leadership fort qui sera capable de contraindre les États. Et surtout, une prise de conscience des États que la voie pour une Afrique forte passera par une Union africaine forte. Emmanuel Dupuy. Alors, moi je suis d'accord avec ce que Zahra et Abdou ont dit, mais je rajoutais quand même une autre césure. Elle est moins entre les États qui acceptent de payer ou qui finalement ont validé le principe de la taxe Kaberuka, mais c'est vraiment, encore une fois, une différence géographique. Une bonne partie. Alors déjà, il faut rappeler que dans tous les sommets de l'Union africaine, il n'y a pas une unité africaine pleine et entière. Lors du dernier sommet de Nouakchott, en juillet dernier, la moitié des chefs d'État, 30 sur les 54, se sont rendus sur place. Vous avez évoqué que... C'est quelque peu similaire au sommet également d'Addis Abeba. Le sommet extraordinaire dont il est question, le 11e sommet extraordinaire en novembre, ils étaient 24 sur 54. Et je précise bien 54 et non pas 55. Là aussi, qui est un objet aussi de profonde division. On n'a toujours pas réglé ce problème. C'est quand même la mère des batailles de savoir s'il y a 54 États ou il y a 55. Ou 55, c'est vrai, c'est aussi une... Et pour répondre à votre question, je crois que ce qui est très important, c'est l'évolution pas à pas. Le président Kagame, durant son mandat, a voulu accélérer la procédure. Or, le principe même de l'unité africaine, depuis sa transformation en unité africaine en 2002, c'est justement de laisser un petit peu de temps, entre 2002 et 2063, pour procéder aux réformes. Le président Kagame a voulu un petit peu accélérer le processus. Or, il me semble qu'un certain nombre de ses pairs ne voulaient pas aller dans la même temporalité ou avec la même rapidité. La première mission du président Sisi, qui prendra effectivement la succession en février, c'est de remettre du temps et de remettre un petit peu des priorités, des objectifs à atteindre. Donc, est-ce que les réformes que veut, en tout cas, que a souhaité enclencher le président Kagame ne sont pas quelque peu compromises avec l'arrivée du président Al-Sisi? On sait qu'ils ne sont absolument pas sur la même ligne. Hein. Tout à fait, mais nous avons affaire à deux personnalités fortes, donc dotées d'une bonne volonté. Et ce qui manque précisément à l'Union africaine, c'est trois choses. La première, c'est que personne ne sait ce que signifie s'unir, et depuis l'origine jusqu'à nos jours. La seconde chose, c'est que l'Afrique n'est pas encore un projet, parce qu'il faut qu'on s'entende là-dessus. Il y a, disons grosso modo, Morovia, Casablanca, la vieille ligne de partage, qui travaille encore un peu, mais qui s'effiloche en même temps. Et puis la troisième chose, c'est que, vous l'avez évoqué, il y a, pour ce qui concerne l'héritage que va laisser le président Kagame, c'est qu'il voulait réformer justement la Commission pour réduire la part de souveraineté des États africains. Et c'est là que ça a chopé. Donc en réalité, c'est cette question-là qui était valable hier, au moment de la fondation, quand on regarde les actes, qui est valable encore aujourd'hui, et qui probablement le sera encore longtemps. Si on n'a pas le courage non pas d'aller vers le système de l'Union européenne ou la Commission omnipotente, mais véritablement une commission qui soit l'incarnation de la volonté africaine. Abdou Fleur, je pense que c'est une évidence. Vous avez souligné un point très intéressant. Il faut que les États acceptent de céder une partie de leur souveraineté
pour une Union africaine forte. Sans quoi, ce sera très compliqué. Et je pense que Kagame avait raison, il faut accélérer la cadence. Parce qu'on a accumulé beaucoup de retard. Et pour rattraper ce retard, on n'est pas encore dans des considérations à n'en plus finir, des plans sans lendemain, des agendas. C'est très beau tout cela, mais à un moment, il faut être assez pragmatique dans l'approche, dans la démarche. Il faut être concret. C'est ce qui vraiment... Alors pragmatique, effectivement, il faut peut-être l'être, mais est-ce qu'il ne faut pas créer des intérêts communs? Parce que ça semble être en tout cas le nœud du problème, que chacun a ses intérêts à côté et que finalement il n'y a pas d'unité à ce niveau-là. Emmanuel Dupuis. Bien évidemment qu'il faut créer du sens commun et créer un pacte social qui pour l'instant ne correspond pas à la charte, en tout cas qui correspondait sans doute dans les textes à la charte de 63, qui ne correspond pas tout à fait aux résolutions qui l'ont amené vers son évolution institutionnelle à partir de 2002. Maintenant, la question du leadership est très importante. Vous avez évoqué le fait que le président Kagame suivait un agenda qui était aussi un agenda un petit peu particulier, qui visait à profiter de sa présidence de l'Union africaine pour faire avancer l'idée d'une zone de libre-échange continentale. Donc de ce point de vue-là, il a parfaitement atteint son objectif. Néanmoins, le président Sisi n'est pas originaire de la même zone géographique, avec en plus une vraie difficulté d'avoir un État qui a recouvré très récemment son approche africaine, avec un État qui, me semble-t-il, va rentrer dans des logiques de confrontation, plus que la présidence Kagame, parce que le président Sisi est en guerre sur plusieurs fronts, un front africain, un front oriental, est dans une logique où l'unité de sa région, à un moment où on va fêter symboliquement les 30 ans d'une unité du Maghreb arabe qui n'a jamais existé, interroge aussi sur sa capacité à peser un des éléments qui a été évoqué à Addis Abeba en novembre dernier, la corrélation entre l'unité africaine et le renforcement des espaces sous-régionaux. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui seront complexes à mettre en place. D'une phrase également, la montagne a peut-être accouché d'une souris, mais il y a un élément quand même qui est très important, c'est la prise en compte de l'absolue nécessité de tendre vers une moindre dépendance exogène. Vous évoquez 80%, oui. Certains disent que c'est 60%, peu importe, ce n'est pas très important. Il faut réduire cela, et puis surtout que les États qui ne payent pas, en l'occurrence là, il y a quelques semaines, 50% des contributions n'étaient pas encore honorées par les États. Donc là, il faut qu'il y ait une contrainte. Et de ce point de vue, le sommet d'Addis Abeba a été un petit peu plus précis sur ces questions. Mais pour avoir cette possibilité de contraindre, il faut avoir les moyens de contraindre. C'est toute la difficulté de l'Union. Alors, ils existent. Oui. Et on empêchera aux chefs d'État et de gouvernement qui n'ont pas payé de prendre part au vote ou de prendre la parole. Ce sera important, en tout cas, si ce sera appliqué. En plus de ce manque de volonté politique, il y a des considérations sur lesquelles je ne veux pas rentrer, mais l'exemple de l'élection de l'Union africaine a été très révélateur de l'état d'esprit de nos dirigeants. Voilà, je donne l'exemple du candidat de l'Union africaine, de la CEDEAO, autant pour moi, Abdoulaye Bathily, avec le Niger, avec le Mali, qui soutient le candidat comment dirais-je, le candidat tchadien, avec le président mauritanien. Il y a vraiment beaucoup de problèmes au niveau sous-régional qui... c'est l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Donc avant même de prétendre à d'autres choses, il faut régler les petits détails entre nos différents chefs d'État, les petites considérations, et avoir une réelle volonté politique. Pierre Franklin. Je n'ai rien d'autre de spécial à ajouter, sinon qu'il faudrait quand même que nos chefs d'État, au-delà de l'exercice de la volonté qui est nécessaire, commencent à méditer un vrai projet. Parce que nul ne sait, on peut savoir à peu près où la Chine part, on peut savoir où l'Amérique du Nord part. Un peu plus difficile pour l'Amérique latine ou l'Amérique du Sud, mais pour ce qui concerne l'Afrique, personne ne sait. Il n'y a pas de théorisation de l'avenir de notre monde. Et ça, je crois que c'est vraiment le handicap majeur. Parce que dans un espace où personne ne voit clair, il est difficile qu'un capitaine oriente le navire. Donc je crois que fondamentalement, c'est cela la première difficulté. Il y a la question de l'autonomie financière, à mon avis, elle est même secondaire. Quand les gens s'entendent, écoutez, si 55 États ne peuvent pas trouver les moyens de leur subsistance, alors qu'ils n'existent pas. Alors, en complément de ce qu'a dit Franklin, il y a quand même
dans la logique du verre à moitié vide, du verre à moitié plein, des éléments concrets. Premièrement, que le NEPAD soit transformé en agence africaine de développement. Que lors du dernier sommet à Nouakchott, on ait décidé qu'il y ait une vision africaine du traitement de la question migratoire, différente de la position peut-être un petit peu schizophrène ou trop sécuritaire, l'approche trop militarisée d'une certaine façon des pays riverains de la mer Nord, de la rive nord de la Méditerranée. Donc il y a la mise en place d'un certain nombre d'outils dont l'Union européenne doit s'emparer. Mais je crois que ce qui est très important, peut-être légèrement en contradiction à ce qu'a dit Pierre Franklin, je crois qu'il est important, et en tout cas ce fut l'objet du premier sommet, comme l'a rappelé Pierre Mokoko Mbonjo, qui est chargé de la réforme, c'était la première fois qu'un sommet était intégralement dédié à la réforme de l'institution. Il faut renforcer le pouvoir du président de la Commission, et non pas le président semestriel. Le président tchadien, qui a été élu sur un mandat qui sera remis en cause en janvier-février 2021, doit avoir la pleine légitimité de son action. Et de ce point de vue-là, les chefs d'État et de gouvernement ont été ambitieux dans les futures réformes. On passe de 8 commissaires à 6 commissaires, avec une représentativité régionale, un principe de la parité, avec là aussi des pouvoirs renforcés sur le contrôle budgétaire, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout, puisque le président de la Commission n'aura le droit que de récuser ses commissaires, mais pas de nommer ses commissaires. Et la vraie question est posée. Quelle est la légitimité de la Commission si elle n'a pas la capacité de choisir une orientation qui pourrait être différente des États Abdou Fleur, les réformes sont finalement à minima, comme le considèrent beaucoup d'autres observateurs également au niveau institutionnel. C'est ma conviction. Et le principal blocage, c'est le manque de volonté politique. Je pense que le premier élément d'une intégration réussie, quand même, c'est la libre circulation des personnes, des biens. Ce qui n'est pas le cas. Très souvent, les gens caricaturent en disant que c'est plus facile pour un Africain de quitter, je sais où, Yaoundé, pour aller à Paris, aux États-Unis, que pour aller à Dakar ou j'en sais où. C'est un véritable problème. Pour moi, il y a des préalables avant de penser à des grandes réformes. Les réformes, c'est bien, les idées, c'est bon, mais il y a vraiment des préalables. Et l'un des préalables, je pense, c'est la démocratisation de nos États. Il y a certains pays où c'est très difficile. Ah, mais s'il faut attendre la démocratisation de chaque État, ça va être très long. Non, ça peut aller ensemble. Déjà, si on avait doté quand même l'Union africaine de moyens, surtout militaires, qui lui permettraient demain de contraindre un chef d'État à quitter le pouvoir s'il s'accroche, là, ce serait déjà un premier pas. Si on avait donné l'Union africaine d'institutions judiciaires capables de juger nos anciens chefs d'État, comme ce fut le cas de Hissène Habré, là, on est sur la voie. Mais on est très loin du compte. Très souvent aussi, ceux qui prétendent à ces réformes sont des dictateurs purs et durs chez eux. Emmanuel Dupuy, un dernier mot peut-être sur ce sujet. Rapidement, pour compléter ce qu'a dit Abdou, je crois que ce qui a modéré l'ambition de réforme de l'Union africaine, c'est que sur un certain nombre de sujets, elle a été prise en otage par un certain nombre d'agendas nationaux. Le simple fait que, par exemple, sur la question qui nous ramène au nombre exact d'entités représentées au niveau, je rappelle qu'il n'y a que 54 États qui sont représentés à l'ONU. Donc pour l'instant, moi je reste sur l'idée qu'il y a 54 représentations diplomatiques, même si évidemment je n'ai rien contre la République sahraoui démocratique. Mais non, la question est là, c'est que sur ce principal dossier, et c'est aussi une évolution qu'on a un petit peu oublié de mentionner, ce n'est plus la commission paix et sécurité qui est en charge de ce dossier pour une raison simple. C'est que le commissaire paix et sécurité est depuis 10 ans un Algérien. Donc il faut qu'à un moment ou à un autre, il y ait cette maturité pour qu'un certain nombre de dossiers ne soient pas, encore une fois, mis en péril par des intérêts qui sont plus régionaux que panafricains. Merci beaucoup. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes et nous prendrons la direction de la Côte d'Ivoire. À tout de suite.